D'accord, ok, merci. Bonjour à toutes et à tous, je me présente, donc Grégory Marquet, je suis directeur de l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole, qui est sous la tutelle du ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire. Nous sommes directement rattachés à ce ministère. Alors vous allez voir, on aime bien les sigles hein, dans l'enseignement agricole, donc on essaye toujours de pouvoir les simplifier pour les rendre plus lisibles. Et je suis accompagné de M. Éric Dewaal, qui est formateur, qui est référent et qui a porté le projet de labellisation de notre parc paysager sur le site de l'Homme, voilà, à qui je laisserai la parole tout à l'heure pour aborder cette labellisation. Ce que je vous propose, c'est de vous présenter rapidement l'établissement dans toutes ses composantes. Avec, comme vous le voyez sur l'écran, deux sites composent l'établissement public agricole des Flandres, l'Homme et Dunkerque. Alors je vous ai positionné l'Homme, qui est en plein cœur de la métropole lilloise. Donc nous sommes un établissement agricole en milieu urbain, avec un effectif en personnel dénombré à 161 personnes, et ce que l'on appelle des centres constitutifs. Alors, je vais commencer à énumérer les sigles. Un lycée d'enseignement général, technique, professionnel agricole sur le site de l'Homme, un lycée professionnel agricole à Dunkerque, un centre de formation professionnelle et de promotion agricole et une unité de formation par apprentissage sur les deux sites l'Homme-Dunkerque, une exploitation horticole et maraîchère en agriculture biologique à l'Homme, une exploitation horticole qui est en reconversion sur Dunkerque pour la création d'un plateau technique support golf à destination des formations en terrain de sport. Au niveau des apprenants, on est à 346 scolaires, 268 apprenants, 80 000 heures stagiaires adultes et on forme entre 700 et 1000 personnels en formation courte des collectivités territoriales et entreprises du paysage. Alors, ce qui caractérise un établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole, c'est d'abord un certain nombre de missions. Des missions autour de l'enseignement et de la formation, des missions autour de l'insertion et autre chose, de la coopération internationale, de l'animation du territoire et du développement, de l'expérimentation et de l'innovation, ainsi que de la démonstration. Alors, ce qui est intéressant, et nous sommes ravis d'avoir pu obtenir ce label, c'est d'abord une reconnaissance de tout ce qui a été mis en place depuis déjà de nombreuses années. Et c'est aussi le label un outil pour nous dans notre formation, un outil dans le cadre de l'animation du territoire et du développement, puisque ça nous permet aussi de valoriser et de promouvoir ce que l'on met en place en termes de pratiques écologiques et qui peut inciter justement d'autres acteurs du territoire à venir nous rejoindre. Alors, je vais passer à la diapo suivante. Voilà. Quels sont nos domaines de compétences? Domaine de compétences, d'abord l'aménagement paysager, c'est historique, l'élagage sur le site de l'Homme, terrain de sport, gestion des milieux naturels et de la faune sur le site de Dunkerque, horticulture et maraîchage sur le site de l'Homme, et aussi un domaine de compétences autour de l'animalerie et du commerce. Alors les formations dispensées, de la troisième, en passant par le CAPA, les brevets professionnels, les bacs pro professionnels et les certifications de spécialisation, ainsi que les brevets de techniciens supérieurs. Nos principaux axes de développement sont la création d'un plateau technique en herbe support golf, comme je vous l'ai mentionné tout à l'heure, les labellisations des parcs paysagers, puisque nous avons obtenu la première labellisation sur le site de l'Homme. Nous espérons enchaîner assez rapidement sur le site de Dunkerque, qui dispose aussi d'un parc paysager. Le génie écologique, les espaces d'initiative partagés sur les systèmes alimentaires. Nous disposons sur le site de l'Homme d'un drive fermé avec une quinzaine de producteurs adhérents. Nous pratiquons le e-commerce agricole, l'agroforesterie et la permaculture en expérimentation, avec un volet important qu'on souhaite développer aujourd'hui, qui est autour de l'agriculture urbaine. Voici un peu les premières images et je vais laisser la parole à Eric pour la suite sur la labellisation. Bien, bonjour à tous. Alors, nous sommes un établissement d'enseignement dans le Nord et vous ne voyez pas de bâtiment sur les photos. Alors ça, je me suis trompé. C'est possible. Soit elles sont bien cachées. En fait, c'est un établissement qui a 50 ans à sa création. On rachète une première parcelle d'une petite ferme en périphérie urbaine, mais quand même isolée au milieu des champs. Et puis, progressivement, des parcelles sont achetées. Au fur et à mesure, on se fait plaisir. On est là pour former à l'horticulture, parce que c'est l'horticulture à ce moment-là. Donc, on développe des collections au gré
des besoins du moment de formation. Ce qui fait qu'on a un parc qui est très horticole, ça dure une vingtaine d'années pour la mise en place, mais qui présente aujourd'hui déjà des sujets de belle taille, en sachant que les plus anciens ont 50 ans. Ce parc a une superficie de 3 hectares et demi, enfin 0,2. Il est adossé au nord, donc là le sud est bien logiquement en bas, au nord à l'exploitation agricole qui est conduite aussi en gestion écologique sur 4 hectares et demi. Et puis vous voyez que ça ne fait pas 10 hectares, il nous en manque un petit morceau parce qu'on nous a entre deux créé une rocade de délestement du nord de l'île pour la circulation est-ouest. Donc une belle coupure dans les corridors écologiques. Et en parallèle se développe la ville de Lille qui pousse, intègre notre site, non plus en milieu rural, mais carrément en milieu urbain, avec toutefois encore un peu de visibilité parce que de l'autre côté du périphérique reste une clinique très verdoyante et un parc urbain. Donc on a encore une connexion possible au nord en termes de corridor écologique. C'est certainement un point de réflexion important pour les pouvoirs publics pour la suite que de maintenir ces éléments-là. D'autant plus qu'au sud, alors, donc c'est la flèche qui est la plus basse en jaune, nous avons un autre parc urbain ancien. C'est le reste d'une maison de vacances, on va dire, quand on était à la campagne à cet endroit-là. Donc ce parc urbain est laissé dans une gestion écologique très libre. Et en fait, ça nous permet de faire d'être le point de liaison. Le corridor écologique passe forcément par chez nous, puisque vous avez de la structure urbaine très dense, ici figurée en rouge, de part et d'autre. Alors, nos BTS aménagement paysager ont fait une étude sur les usages du parc tels qu'ils sont pratiqués chez nous. Bien évidemment, la pédagogie est la première réponse. Ce sont nos élèves qui gèrent le parc, qui entretiennent le parc, encadré par une dizaine de formateurs et professeurs techniques en aménagement paysager. Le parc va aussi être un support pour les professeurs de biologie, d'écologie et d'agronomie. De plus en plus, et là aussi je crois qu'il y a un phénomène confinement, on voit des profs de français, d'économie, qui font apparition pour faire cours dans le parc. Le parc est également un lieu récréatif sur les temps de pause. Et puisque les bâtiments sont très dispersés les uns des autres, forcément, c'est un lieu majeur de circulation. En circulation qu'on verra par la suite, qui correspondent aux différentes phases de construction. Nous avons mis en place, il y a 2 ans, un plan de gestion différencié, même si nous avions l'habitude depuis plus de 20 ans de ne plus utiliser d'irrigation, d'arrosage, si ce n'est sur certaines phases de plantation, pour les périodes plus sèches, sinon il n'y avait même pas de plombage. Pas d'engrais chimiques, pas de produits chimiques, et le tout globalement remplacé par des apports massifs de recyclage de nos déchets verts sous forme de paillages divers, plus ou moins compostés. Ce qui nous pose maintenant des questions sur la richesse de nos sols et des pratiques aussi à continuer à faire évoluer. Vous allez dire, mais pourquoi se chercher à se labelliser dans ce cas-là parce que c'est effectivement une façon aussi de créer un fil rouge, un fil conducteur. Vous doutez bien que 10 formateurs en aménagement paysager mis avec 5 profs de biologie dans la même pièce, ça vous fait 15 versions différentes de ce qui est à faire. Donc voilà, il y a d'abord un consensus, il y a des pratiques, et puis derrière, il y a une capacité d'évolution au travers du label. Le label, c'est aussi, pour moi qui suis formateur, une façon de dire « je ne suis pas seul ». Quand je vous enseigne ça, à vous, plus petits que les vôtres, qui me disent avec leurs 15, 16, 17 ans, « mais monsieur, ici, c'est pas très propre, dans mon entreprise, on fait mieux ». Parce qu'un certain nombre sont en apprentissage. Et puis d'autres, dans la même salle, sont tout à fait contents de ce qu'ils voient. Donc se dire qu'effectivement, ce n'est pas juste la vue d'un centre, mais que c'est quelque chose qui est partagé et qui va vers l'avenir et que c'est ce qu'ils doivent, eux, intégrer, c'est important. Donc on a décidé d'orienter notre plan de gestion sur 3 modalités pour simplifier justement par rapport à la pédagogie. Des corridors écologiques nord-sud sur les flancs de notre bâtiment, une zone traditionnellement horticole très typée qui a été maintenue,
qui longe aussi l'accès à la ferme où il y a un point de vente. Ça permet de faire des démonstrations aussi de produits qui sont vendus au niveau de la serre. Et une transition douce sous la modalité de gestion durable entre les deux. Donc, je ne vais pas vous refaire les descriptifs, c'est juste quelques photos, parce que le temps est limité, pour pouvoir voir les ambiances que l'on crée. Dans les zones horticoles, on ne se met pas de frein, globalement. Tout est possible, mais on ne fait pas tout. On a quand même, dans chaque fois que c'est possible, une pratique qui est la plus écologique possible, que ce soit dans la nature des tailles, la période des tailles, et puis dans les densités de plantation, pour éviter aussi tout désherbage qui serait juste à faire et maintenir des milieux. En modalité de gestion durable, on a mis un gros accent sur la notion des différents strates. On a de l'arbre, de l'arbuste, des plantes herbacées, des buissons, et ça avec une densité pérenne à l'année. Vous voyez que les cheminements peuvent être très artificiels, en béton ou au contraire relativement naturels, qu'on retrouvera encore plus là-dedans, puisque vous ne les voyez même plus, c'est de l'herbe sur milieu stabilisé, avec des matériaux naturels comme des copeaux de bois avant. Là, c'est l'aspect des zones naturelles. On a des mares qui s'assèchent. Et dans ce lieu qui n'est pas voulu au départ comme un milieu aquatique présent, on héberge quand même 2 espèces de tritons, des crapauds, des grenouilles, beaucoup de libellules, enfin 2 espèces de libellules, ce qui fait que cette chose qui est peut-être créée au départ, finalement elle fonctionne et on peut la mettre en place dans beaucoup d'endroits. Donc, en thème de support de formation, bien évidemment, nous les formons à la gestion des sols, la gestion de l'eau pluviale, pas d'arrosage, on peut encore s'améliorer un peu là-dessus, je pense, en termes de récupération. Les bassins, même historiques, miroirs en béton, sont devenus des lieux de biodiversité, reconnus par nos formateurs biologistes. Et puis les mares s'assèchent régulièrement, se réhumidifient, et le cycle de vie se fait là-dedans. Du coup, une biodiversité qui est assez importante, qu'on laisse aussi en place dans des endroits parfois incongrus. Vous voyez une épipactis qui côtoie l'évacuation. Les pieds d'arbres, alors là, je n'ai pas mis la photo, mais si, la deuxième photo sur la droite, ce sont des tilleuls palissés en tête de chat, mais néanmoins, il y a une belle biodiversité dans les grilles des fosses de plantation au pied. On a fait aussi évoluer nos pratiques sur les massifs très délimités, figés, désherbés, ça n'existe plus. Et on a aussi implanté beaucoup de nichoirs. Il faut savoir qu'on va aussi être reconnu refuge LPO sur le parc et l'exploitation. Nous gérons nos rémanents et puis on a décidé aussi de faire un petit essai de les gérer sur place à l'aide de l'éco-pâturage. Et nous avons 2 petits boucs nains qui sont bien adaptés à la typologie et à la surface de nos espaces à gérer, notamment dans les zones horticoles. Bien, Grégory, je vais te laisser conclure. Voilà, donc merci Eric. Donc vous voyez la richesse de... Très vite, je te fais très vite. La richesse justement de ce parc paysager. Alors pour terminer, dernière diapo, c'est un élément structurant de l'établissement en fait. C'est le cœur de l'établissement. C'est aussi la fierté de ceux qui y travaillent, des formateurs, des apprenants, de toute la communauté éducative, puisque le parc paysager est aussi à une approche transversale des disciplines. Donc on travaille beaucoup là-dessus. Partagé, comme je viens de le dire, par toute la communauté éducative, ouvert sur son territoire. Le parc accueille de nombreuses formations et a à cœur justement de pouvoir faire reconnaître ces domaines de compétences. C'est intérêt d'application des formations et du développement des pratiques horticoles et paysagères durables à destination des apprenants et des professionnels. Le cœur, les questions prégnantes autour de la transition agroécologique, autour du changement climatique, ce sont aussi nos cœurs de cible dans le cadre de nos formations. Et en obtenant le label Éco-Jardin, l'établissement s'inscrit dans une démarche de progrès et d'excellence, de valorisation et de promotion de son site sur son territoire et auprès de ses partenaires. Voilà. Merci. Merci beaucoup pour ces interventions. Je vous propose de prendre quelques questions en salle ou en distanciel. Est-ce qu'il y a des questions en salle? Bon, on peut commencer par une question en salle. Comment se fait la gestion du verger maraîcher pendant les congés scolaires de printemps, mais surtout d'été?
Bonne question. Alors, tout récemment, en fait, on a remis en place des jobs d'été. C'est-à-dire qu'on a un financement pour employer des étudiants de l'école sur les 2 mois d'été, donc les étudiants qui n'ont pas stage ou qui ont des stages, mais avec des périodes de disponibilité. En gros, en général, ils viennent 15 jours. On a donc 4 mois de CDD qui sont financés par l'établissement pour assurer la transition entre les 2 années universitaires. Voilà. Et puis sinon, on a la possibilité, et auparavant, c'est ce qu'on faisait, de faire appel à l'équipe qui s'occupe des installations expérimentales, parce que je suis également responsable, directeur adjoint de la plateforme Phénotique, là, qui s'occupe de la partie recherche. On a une équipe d'une dizaine de personnes, et donc on a la possibilité de mobiliser des collègues pour l'entretien de cet espace. Mais voilà, ce qui est en place aujourd'hui, c'est des jobs d'été, une continuité entre les étudiants qui sont donc en TP sur cet espace ou au sein de leur club, et puis on leur offre la possibilité de faire un job d'été sur cette période pour assurer la transition. Merci. Est-ce qu'il y a une question en salle? Oui, là, juste en bas, Cathy. Merci. Donc, Cathy Bias-Morin, directrice Espace Vert Versailles. Vous avez présenté pour les deux projets une gouvernance partagée à chaque fois entre étudiants et instituts de recherche et professeurs. Vous avez une gouvernance forte. Est-ce que le label Écojardin vous a aidé à lever des leviers ou des freins qui avaient pu apparaître pendant ce travail collaboratif? La question s'adresse... allez-y, commencez. Il est allumé. Oui. Alors sur la gouvernance, alors comme l'a dit Eric, ce qui était compliqué, et ce qui est toujours compliqué, c'est à partir du moment où il y a plusieurs intervenants sur le parc et que vous ne disposez pas forcément d'un jardinier en chef, on va dire ça comme ça, ou d'un adjoint sur la gestion du parc, nécessairement on travaille sur la mise en place d'une instance qu'on appelle une commission parc, qui regroupe en fait tous les formateurs et les enseignants, ainsi que des apprenants pour ceux qui le souhaitent participer, qui est une instance consultative pour l'équipe de direction et qui donne un avis qui ensuite est validé par l'équipe de direction. Dans la mesure du possible aussi, on intègre des professionnels, puisqu'aussi on a des personnels en vacation qui sont en fait des professionnels et qui interviennent et qui aussi nous permettent d'avoir le regard extérieur sur ce qu'on peut faire aussi du parc. Donc c'est vrai que c'est une problématique, hein, vous avez raison, hein, c'est une problématique parce que ça demande justement une adaptation, quasiment un suivi très très régulier, toujours très régulier, parce que sinon c'est jamais acquis de toute façon. Par contre, ce qui est intéressant avec la labellisation, ce que ça nous a permis aussi hein, sur l'établissement, c'est de transcender en fait les intérêts. C'est-à-dire qu'on avait comme l'a dit hein, tout à l'heure à nouveau, hein, je le redis, hein, mais à partir du moment où vous mettez 10 formateurs, 10 enseignants dans une salle, vous avez 10 projets différents. Parce que les sensibilités sont très différentes. Parce que, voilà. Et comment faire pour dépasser ces intérêts et que chacun puisse se retrouver, c'est-à-dire ne pas être dans une situation où ils se sentent frustrés ou qu'il accapare des espaces, parce que c'est aussi ça, hein, parfois, hein, on accapare des espaces. Et ben c'est par exemple l'obtention du label, qui dépasse en fait les intérêts individuels et qui permet de définir globalement des zones. On l'a évoqué, on a 3 zones, simplement, et aussi dans le même temps, j'oubliais, on l'a évoqué tout à l'heure, mais avec les BTS aménagement paysager qui ont participé dès le départ, justement, au diagnostic et à l'analyse. Et à partir de là où les apprenants sont engagés, derrière, ça permet de lever certains obstacles. Et notamment du fait que la première des choses, c'est que le parc, c'est aussi les apprenants qui s'en emparent et qui le font évoluer. Voilà. Vous vouliez intervenir aussi? Oui, pour préciser, sur les étudiants, dès le départ, dans le COPIL qu'on a mis en place au sein de l'Université d'Angers, il y avait une volonté de les associer. Et très récemment, on leur a rappelé qu'ils n'étaient pas étudiants, enfin qu'ils étaient au même niveau que n'importe quel autre interlocuteur du COPIL, avec la libre parole, la liberté de proposer des actions. Et on compte effectivement beaucoup sur eux. Je ne vous cache pas que quand on a amené l'idée du label pour ce qui concerne l'Université d'Angers, la direction de notre patrimoine nous a regardé un peu, encore un projet.
Déjà qu'il y a la LPO qui nous embête un peu. Mais ça s'est fait assez naturellement pour une raison très simple, c'est qu'aujourd'hui, on a bien vu toute l'année 2022 comment quand même on a été challengé par les aspects environnementaux et ça a fait sa place. Et je crois qu'effectivement, il va y avoir une fierté collective à s'emparer du projet. Maintenant, ce que je disais tout à l'heure, c'est que l'enjeu, c'est pas le label là, c'est vraiment comment on a une continuité de travail collective. Et tu évoquais les emplois étudiants. On a la même problématique sur nos jardins, c'est comment on fait l'été. Et on n'a pas pensé qu'on pouvait mettre du job étudiant. On a pensé service civique, on a pensé stage. Alors qu'on a une politique d'emploi étudiant. Et je viens juste de tilter que, évidemment, c'est ce qu'il faut faire. Et c'est tout l'intérêt du travail en commun qu'on va continuer à faire ensemble. Et ce que je voulais rajouter, alors effectivement, nous, côté INRAE, on n'a pas d'étudiants dans la gouvernance du projet. On les sollicite de plus en plus, hein, avec l'objectif aussi par ces projets-là de s'ouvrir encore plus à nos partenaires universitaires et aux étudiants du site. Par contre, l'étape suivante que l'on a, l'objectif suivant, c'est notre idée de Green Campus, qui est quand même un projet que l'on veut mener ensemble sur le territoire. Et l'idée, c'est donc de réfléchir à ce comité de pilotage d'une gouvernance de ce projet ensemble. C'est donc pas 4 projets l'un à côté de l'autre. Et donc là, effectivement, dans les premières réflexions qu'on a eues, c'était aussi de mettre des étudiants. Mais là, après, concrètement, comment ça va fonctionner, je ne sais pas. Mais c'est bien cette idée-là, c'est d'aller plus loin et de voir comment on implique l'ensemble des usagers du site, en fait. Merci beaucoup. Une dernière question ici. S'il y a encore des questions en distanciel? Non. Bon, on va prendre une dernière. Et après, on passera à la table ronde suivante. Merci. Cette question s'adresse surtout aux ces messieurs de l'Homme. Vous avez eu un parc qui a été coupé par une voie rapide. C'est une 2x2 voies, quelque chose comme ça. Et est-ce qu'il a été prévu des passages faune en souterrain et éventuellement en aérien? Quand je dis aérien, c'est pas pour les oiseaux, c'est pour tout ce qui passe pas dans le sol. Non. Alors à l'époque, la création de la rocade, elle date de mémoire 70, donc des années 70. Ouais, on parlait pas de trame verte à l'époque, je pense plus. Oui, voilà. Non, ça n'avait pas été pensé, ça n'avait pas été priorisé. Oui, merci. Merci beaucoup. On peut encore applaudir nos intervenants. Je vous invite à rejoindre la salle.